Bienvenue dans le débat de France 24. Russie 2018, c'est parti. Pendant un mois, 32 nations vont s'affronter balle au pied devant les caméras du monde entier. C'est l'événement sportif le plus suivi au monde avec les Jeux Olympiques. C'est dire l'importance de l'enjeu qui dépasse largement le cadre du sport. On va parler aussi politique, on va parler business bien sûr. Avec mes invités ici même en plateau. Xavier Barret, bonjour, vous êtes journaliste, auteur des Coupes du Monde en 90 minutes, les Coupes du Monde de football. C'est paru chez Glénat au mois de mai, fort opportunément, juste avant donc, le coup d'envoi de cette Coupe du Monde. Et puis aussi, on refait la Coupe du Monde. Et si l'arbitrage vidéo avait toujours existé chez Solar, on aura l'occasion d'en parler. Emmanuel Beaujean, vous êtes vous aussi journaliste, responsable adjoint de la rubrique football à l'équipe, et vous connaissez bien le football russe qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, puisque bien sûr la Russie a donc joué le match d'ouverture. On va en reparler dans un instant. Sylvain Kahn, vous enseignez à Sciences Po Paris, vous êtes expert foot sur Europe 1 dans l'émission Libre Arbitre, présentée par François Claus. Merci d'être avec nous. Et puis Robert Redeker, philosophe, vous ciblez, vous, dans votre dernier essai, l'univers du ballon rond, celui d'un loisir devenu business. Peut-on encore aimer le football? C'est paru aux éditions du Rocher. Pas seulement un loisir, le mois dernier. Plus qu'un loisir, un jeu. Oui. C'est plus qu'un loisir. Un loisir, on a l'impression, c'est quelque chose comme ça, d'accessoire. Oui. Un jeu, c'est quelque chose où l'on met beaucoup de soi-même. Auquel on participe. Auquel on participe et qui est effectivement très important. Donc c'est plus qu'un loisir. Et qui, d'après vous, est dévoyé aujourd'hui? Partiellement dévoyé, ou pas mal dévoyé, en effet. Vous allez nous dire pourquoi, mais en tout cas, on est encore sous le choc, puisque cette équipe de Russie, qu'on disait moribonde, vient de faire une prestation exceptionnelle. On va en parler peut-être d'abord, Sylvain Kahn, plus généralement, vous me regardez avec inquiétude, pour essayer de planter le décor de cette Coupe du Monde, compte tenu des forces en présence du niveau des joueurs. Est-ce que, d'après vous, vous, l'amateur de foot, on devrait assister à une belle Coupe du Monde? Oui, mais vous savez, peut-être que c'est exceptionnel pour les Russes, tellement ils pensent que le niveau de leur équipe est médiocre. L'Arabie Saoudite, ça a été très très bien dit par votre correspondant. C'était quand même le match de deux des nations les plus mal classées. L'Arabie Saoudite en Coupe du Monde, on n'en attend rien. Donc le fait qu'il y ait 5 buts plutôt que simplement 2 ou 3, effectivement, ça peut être considéré par les Russes comme quelque chose de très bien. Mais ce qu'il faut peut-être aussi ce qui s'appelle être galvanisé par le 12e homme, quoi. On verra, parce que vu le groupe dans lequel sont et la Russie et l'Arabie Saoudite, à mon avis, je pense que la joie des Russes va être de courte durée. Mais surtout, ce qui compte aujourd'hui, c'est que cette rencontre a lieu alors qu'il y a la visite de Mohammed Ben Salman en Russie, que donc il y a ce qu'on peut vraiment appeler un sommet de très haut niveau. Sa précédente visite s'était traduite par un contrat d'armement totalement à contre-courant du jeu politique, du jeu géostratégique habituel. Ça signale, après vous, un rapprochement. Il y a eu des clins d'œil entre les deux hommes. Bon, des taquineries aussi. Pascal Opep, ils ne sont pas toujours amis, il faut le dire. Voilà, mais là, apparemment, ils ont des intérêts, on va dire, comme on disait à une grande époque, ils sont des alliés objectifs aujourd'hui sur le plan du pétrole. Il y a une ironie dans cette affiche d'ouverture? Oui et non. Moi, je pense qu'il y a surtout, c'est un peu toujours le hasard, quoi. Avec quelque chose qui se passe en Russie, on peut jamais être complètement sûr que c'est complètement du hasard. Et avec la FIFA non plus, d'ailleurs. Donc, si vous voulez, ça fait quand même deux acteurs pour qui le hasard est souvent un peu contrôlé. Mais ça permet, si vous voulez, ça favorise, c'est un prétexte qui permet à Mohammed Ben Salman, le jeune dirigeant saoudien qui est réformateur à tout craint, de venir. Qui avait disparu des écrans. Qui avait disparu, c'est un très bon prétexte, si vous voulez. Qui avait disparu des écrans radars pendant toute la période du Ramadan. Oui, là, il vient parce qu'effectivement, il y a cette rencontre de haut niveau, donc c'est totalement logique. Il peut même dire qu'il vient, pas pour des raisons politiques, même s'ils ont des conversations. Or, sur le plan du pétrole que vous évoquiez à l'instant, il y a des enjeux très forts. C'est quand même deux pays c'est les deux premiers producteurs mondiaux de pétrole, d'accord, qui sont tous les deux en crise économique pour des raisons complètement différentes, qui sont tous les deux pour des raisons là aussi différentes, avec un agenda de réforme tout à fait important, et qui, dans les deux cas, parient sur le sport et le foot en particulier pour essayer là aussi de transformer la société et leur image. Voilà, donc ça tombe très bien. Pour ce qui est de la qualité de jeu, c'est pas forcément payant parce que c'est vrai qu'on n'en attendait pas non plus des étincelles. Et le plaisir du jeu, c'est quand même de voir des buts et d'en marquer. Et avec un peu d'ironie, on peut dire que pour les Russes que l'on voit là, c'est leur 12 juillet 1998. Si leur 12 juillet, c'est le match d'ouverture, malheureusement, ils ne vont vraiment pas aller loin. Un peu d'ironie. On ne s'attendait pas à ce qu'ils réussissent le match d'ouverture de cette façon. C'est le score magnifique. On ne s'attendait pas à ce qu'ils gagnent. Xavier Barret.
Oui et non. Les derniers résultats étaient quand même assez inquiétants. Cette équipe, en plus, n'avait pas fait de match officiel depuis 2 ans. Enfin, s'il y avait eu la Coupe des Confédérations, mais où ils n'avaient pas été très bons il y a 1 an. Et donc, les résultats laissaient place à une grande inquiétude. Et donc, ils sont moins bien classés que les Saoudiens au classement FIFA. Mais est-ce que ça veut dire quelque chose quand on est si mal classé? Ça donne en gros de la 70e place. Après, il y a un élément, et d'ailleurs, le classement FIFA va être réformé. Les matchs amicaux apportent moins de points que les matchs officiels. Donc, forcément, comme la Russie était qualifiée d'office en tant qu'organisateur de la compétition, ils marquaient moins de points même quand ils gagnaient. Mais bon, ils n'en ont pas gagné beaucoup non plus des matchs ces derniers temps. Emmanuel Beaujean, on va revenir sur le match de la Russie, mais cette compétition, elle se présente comment pour vous? Est-ce qu'on va assister vraiment à un mondial flamboyant? Il faut dire, alors, en tout cas pour ceux qui ne sont pas des spécialistes du football, on n'a pas vraiment eu une montée en puissance très forte ces dernières semaines ou ces derniers mois. On a le sentiment qu'il n'y a pas eu une attente énorme placée dans la compétition. Est-ce que je me trompe? Non, vous ne vous trompez pas. Disons que dans la spécificité, la culture russe, il y a souvent ce besoin de faire les choses à la dernière minute. Et on voit ça quand on va dans un match de football en Russie. Les gens achètent souvent leur ticket à la fin et se pressent dans les tribunes durant le premier quart d'heure et le stade se remplit petit à petit. Et je pense que pour ce qui est de l'ambiance... Il n'y a pas eu d'impatience des spectateurs russes. Les Russes étaient un peu dépités par l'état de délabrement du football dans leur pays et ils avaient énormément de crainte de subir l'humiliation de se faire éliminer au premier tour. Alors c'est très bien parti avec cette victoire face à l'Arabie Saoudite. Ça ne garantit pas aux Russes une qualification pour les 8e de finale puisqu'il faudra jouer l'Égypte de Mohamed Salah et l'Uruguay. Mais en tout cas, je pense qu'il y a un énorme ouf de soulagement dans la population avec cette victoire qu'on n'attendait pas si brillante. On va peut-être le voir, ce groupe A d'ailleurs, le groupe donc de la Russie et de l'Arabie Saoudite, qui compte également l'Égypte et l'Uruguay, qui eux vont s'affronter demain avec effectivement le point d'interrogation sur l'état de forme de Mohamed Salah, l'attaquant de Liverpool qui a été blessé. Lors de la finale de la Ligue des Champions. Lors de la finale de la Ligue des Champions, qui devrait normalement être présent demain. Mais c'est l'une des attractions de cette Coupe du Monde. Robert Redeker, pour vous, il y a quelque chose de particulier dans cette Coupe du Monde organisée en Russie, avec tout ce que ça comporte, évidemment, parce qu'il y a le passé sulfureux du sport russe de ces dernières années, ces scandales de dopage, il y a la personnalité de Vladimir Poutine, et puis il y a effectivement... à la fois une équipe qui, jusqu'à présent, ne faisait pas beaucoup rêver, on va voir si ça change, et donc des spectateurs peut-être qu'on imagine dépités avant même que la compétition ait démarré. Indépendamment de ce que l'on peut penser de Poutine, comme ce qu'on pourrait penser du régime argentin, etc., le peuple russe mérite bien une Coupe du Monde et mérite bien ce genre de spectacle. À la différence des dictateurs argentins, c'est un régime autoritaire, le régime de Poutine, même où l'on élimine des opposants, mais il a une grande popularité en Russie. C'est ce qu'on dit, on n'en sait rien. On n'en sait rien, mais... Bon, en tout cas, il gagne des élections. Il gagne des élections, alors dans quelles circonstances? Mais ça veut dire... quand même quelque chose. Alors il est bien évident que pour Poutine, cette Coupe du Monde a 2 avantages. D'abord, si elle se passe bien, ça sert finalement à étouffer un peu plus l'opposition. C'est une vitrine. Ouais. C'est pour ça, d'après vous, qu'Alexei Navalny a été libéré après 30 jours de détention? Peut-être. Moi, je ne suis pas dans le secret des... Voilà. Et de l'autre côté, d'un point de vue international, ça peut gommer aussi l'image de la Syrie, de ce qui se passe en Syrie, enfin du rôle de la Russie en Syrie et de l'Ukraine. Voilà. Donc il va essayer de faire en sorte que ce soit tout bénéfice pour lui, mais il ne faut pas voir que ce côté-là. Pour le peuple russe, c'est aussi une sorte de fête à laquelle il a bien droit finalement. Il y a cette image aussi, Xavier Barret, des supporters russes. Alors il y a les supporters classiques, traditionnels, et puis il y a ceux qu'on appelle les ultras. En gros, le phénomène du hooliganisme qu'on a longtemps vu, nous, comme étant cantonné à la Grande-Bretagne, aujourd'hui, on peut le dire, c'est aussi un phénomène russe, et on l'a expérimenté nous-mêmes lors de l'Euro de football. Lors de l'Euro, absolument. Mais un phénomène d'ailleurs dans l'Europe de l'Est en général, parce que ces débordements de supporters agressifs, ils existent aussi dans l'ex-Yougoslavie, en Europe centrale, en Pologne. Donc c'est pas propre à la Russie, c'est propre effectivement à ces pays qui ont découvert la démocratie brutalement après la chute du mur de Berlin en 1989 et qui l'expriment de façon désordonnée et excessive dans un certain nombre de cas. Donc les Russes effectivement avaient eu l'occasion de se manifester tristement à Marseille lors de l'Euro 2016. C'est lié à une culture d'extrême droite, pour dire les choses franchement.
C'est lié, je pense, à cette volonté de copier ce qui se faisait à l'Ouest à l'époque, parce que pour les gens de l'Est qui ont grandi derrière le mur, ce qui se faisait à l'Ouest, c'était bien, même si c'était mal. Pour eux, c'était une autre façon de vivre. C'était la liberté. Voilà, c'était la liberté. Et il l'exprime de façon totalement maladroite. Mais Poutine a pris en mesure de l'ampleur et tous ces gars-là ont été interdits de stade pour les matchs de la Coupe du Monde. Je vais donner la parole à l'instant à Sylvain Kahn, mais quel est le rapport exact qu'entretient Poutine avec ses supporters? Ça n'a pas toujours été clair. Il leur a trouvé des excuses à plusieurs moments lorsqu'il a été interrogé sur la question. Là, on imagine bien qu'il ne souhaite pas non plus que ses supporters prennent le devant de la scène, occupent le devant de la scène et ternissent l'image de cette Coupe du Monde. Quel est le rapport exact du pouvoir avec Là, ce qui est certain, c'est que cette Coupe du Monde, et vous l'avez très bien dit tout à l'heure, c'est une vitrine extraordinaire pour lui. Donc il n'est pas question que des ultras qui viennent traîner pour gâcher la fête et gâcher son show. Il a une emprise sur eux, Sylvain Kahn? Lui, pas forcément disons indirectement, d'une part à travers effectivement certains services de l'État, et j'irai dans le sens de ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que il y a des liens, effectivement, entre le parti d'extrême droite russe et les hooligans, mais dans ces cas-là, il faut que ça se passe à l'extérieur. C'est-à-dire que on pourrait dire, c'est un peu polémique ce que je veux dire, mais que le hooliganisme russe peut être instrumentalisé par le pouvoir russe actuel dans le cadre de son soft power, c'est-à-dire de la même manière que la télévision, un certain nombre de hackers sont utilisés par le pouvoir russe, les hooligans, vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de l'étranger, vis-à-vis d'un certain nombre de pays qu'on peut chercher, peut-être déstabiliser, le mot est trop fort, mais enfin en tous les cas à gêner, où on veut faire des nuisances, sont utilisés. Donc du coup, à contrario, effectivement, comme ce qui vient d'être dit, il ne s'agit surtout pas que les hooligans russes ternissent l'image du mondial en Russie. Voilà. Par contre, si ça peut de temps en temps, là où ça paraît nécessaire au pouvoir, contribuer à mettre un peu le foutoir, à l'étranger, oui. Emmanuel Beaujean, pour les hooligans étrangers qui seraient tentés de s'exprimer en Russie, il vaut mieux faire attention? Parce que là, on l'imagine que le traitement ne sera pas forcément le même que lors d'un Euro en France ou d'une Coupe du Monde aux États-Unis, par exemple. Oui, il y a une sévérité extrême et puis il y a une surveillance qui est très forte. C'est vrai qu'on a, autour de cette Coupe du Monde, il y a eu des craintes, parce qu'il y avait d'abord les attributions qui avaient été contestées pour la Coupe du Monde 2018 en Russie, pour celle de 2022 au Qatar. Et on peut craindre, on entend beaucoup les problèmes de hooliganisme ou les problèmes de racisme dans les stades, et je pense, même de sécurité, je pense que le pouvoir russe a énormément travaillé sur la question et fera tout pour démontrer, comme on le disait tout à l'heure, cette volonté de soft power, d'utiliser le sport comme une vitrine, comme la capacité pour la Russie de réussir ces grands événements sans fausse note. Il y a eu les Jeux Olympiques de Sotchi, il y a eu les Universiades à Kazan, il y a eu la Coupe des Confédérations l'année dernière, et le niveau des exigences sécuritaires était immense, ce qui rend très difficile toute perturbation. J'ai eu l'occasion d'interviewer Alexis Sorokin, qui est le directeur général du comité d'organisation, et il nous expliquait que justement, ils avaient mis c'était déterminant pour eux que cette compétition se passe bien, et les fans étrangers qui viennent sont obligés d'avoir une fan ID, c'est-à-dire une carte d'identité de supporter en fait, qui leur est délivrée directement par l'organisation russe, et surtout qui leur donne accès, ça c'est le côté plutôt sympa, au train gratuitement pour aller d'une ville à l'autre, mais qui surtout permet au pouvoir russe de fliquer, qui permet de tracer tous les supporters qui sont présents sur C'est la raison pour laquelle tous les stades ont été choisis dans la partie européenne de la Russie, ou c'est plus un symbole politique? Est-ce qu'il y a une dimension réellement pratique et sécuritaire dans ce choix ou pas? C'était une demande de la FIFA, compte tenu de l'immensité du territoire russe, qu'il n'y ait pas des matchs à Vladivostok, ce qui posait des problèmes pour les supporters, mais aussi pour la récupération des joueurs. Donc il fallait concentrer les matchs sur la partie européenne. Ceci dit, sur la prochaine Coupe, l'autre Coupe du Monde, la FIFA l'a étalée sur 3 pays qui sont de grands Mexique, pays États-unis et Canada, oui. Oui, donc il n'y a pas de cohérence. Donc ils ne sont pas toujours cohérents. Il n'y a pas forcément de cohérence. C'est pour d'autres raisons. La même FIFA. À propos des stades, ce qui est très intéressant, c'est de noter que Kaliningrad a été choisi comme un des sites de la Coupe du Monde. L'enclave russe. Voilà, qui est l'enclave russe dans l'Union européenne, qui est un site... qui est un port militaire, qui est l'ancienne Königsberg. Voilà. L'ancienne Königsberg, voilà. La ville d'Emmanuel Kant. La ville d'Emmanuel Kant. Je ne sais pas ce qu'en penserait Emmanuel Kant que sa ville soit aujourd'hui une ville de la Fédération de Russie, mais c'est tout à fait.
En clair, Oui. d'abord, les stades sont une affaire juteuse pour les entreprises qui ont remporté les marchés. Deuxièmement... Vous voulez dire quoi? Qu'il y a eu des surfacturations? Non. Il y a eu à Saint-Pétersbourg. Donc tout a été fait très honnêtement. Mais le stade de Saint-Pétersbourg, c'est des gros marchés. 4 fois le prix qui avait été annoncé. Voilà. Donc, mais c'est des marchés très importants qui, sans même qu'il y ait eu besoin de surfacturation, il y en a peut-être eu. Évidemment, on sait très bien que en Russie, les marchés publics sont attribués selon des règles qui ne sont pas les règles des marchés publics en Europe. Donc le fait qu'il y ait un stade à Kaliningrad, d'abord, c'est leur construire un éléphant blanc, parce que c'est un stade complètement surdimensionné par rapport à la ville et au niveau du football là-bas. Mais c'est une manière, effectivement, par rapport à ce que vous disiez, de dire aux Européens, vous voyez, quand on organise le mondial de foot en Russie, on le fait aussi dans l'Union européenne. Donc une petite partie de l'Union européenne, c'est quand même chez nous. Oui, ce qui contribue peut-être à rapprocher un peu la Russie de l'Union européenne? Non, pas tellement. C'est une façon d'affirmer son autorité sur cette enclave qui est coincée entre l'Allemagne, la Pologne et la... Ça marche plutôt dans l'autre sens. Robert Edeker, cette forme... corrigez-moi si je me trompe, mais d'immoralité du football que vous décrivez dans votre ouvrage, est-ce qu'elle ne risque pas d'être accentuée dans un pays dont les pratiques, aussi bien en matière commerciale, disons, que démocratique, ne sont pas toujours exemplaires? Il se trouve que depuis la disparition de l'URSS, la Russie a beaucoup de mal, et pas toujours la volonté qu'il faut, pour moraliser la vie économique, pour beaucoup de mal avec les mafias, ainsi de suite. Alors, on me dit qu'avec Poutine, ça s'améliore lentement, c'est tout à fait possible. Alors, la question de la moralité, je la verrai à deux niveaux. Ensuite, on peut parler de la question de la moralité dans les matchs de football eux-mêmes. Et là, je trouve au contraire que comme le football, ça doit ressembler au théâtre ou à la tragédie antique, il est essentiel qu'il y ait un peu d'immoralité dans le comportement de certains joueurs, parce que c'est quand même le résumé du monde. Et quand on regarde une tragédie antique, il y a même l'injustice. Vous voulez dire que le coup de tête de Zidane, pour vous, c'est un geste sportif, ça fait partie du sport? Y compris la main divine de Maradona ou celle moins divine de Thierry Henry. Voilà, c'est une... C'est l'Irlande. Voilà, c'est une immoralité qui finalement ajoute non pas du charme, mais un élément dramatique qui augmente la passion. De même Schumacher. Alors, vous vous souvenez, Batiston, oui, le ça plus quand beau même... match de l'histoire du foot. Moi, j'ai l'âge de l'avoir vu. Bon, c'est l'injustice qui entre en jeu. Et je crois que c'est d'autant plus beau le football quand l'injustice, comme dans la tragédie grecque, frappe ceux qui ne la méritent Parlez-en pas. à Batiston, je suis pas sûr qu'il soit aussi enthousiaste que vous de ces événements. Oui, Il porte d'ailleurs les stigmates encore sur lui. Il a perdu 3 dents. Voilà, il n'est pas spectateur. Alors qu'est-ce qui vous gêne? Parce que là, en gros, ça me gêne pas. Vous nous décrivez un football corrida finalement, avec du danger, de la violence. Non, tragique. Pas corrida. Oui, tragique. Albert Camus vous faites allusion aux tragédies antiques. Oui. Le football est aujourd'hui les jeux du cirque d'autrefois. Donc, c'est pas pareil. Tout n'est pas permis au football. C'est panem et circenses. Oui. C'est effectivement ce que les Romains avaient trouvé pour occuper la population. Alors, effectivement, à l'époque, il y avait des morts. Aujourd'hui, heureusement, dans le foot, il y en a. Ça peut arriver de temps en temps. Les règles sont censées quand même empêcher les débordements. Je suis pas tout à fait d'accord. C'est pas les jeux du cirque. C'est pas les gladiateurs. C'est plutôt la tragédie. Il y a le risque que ça le devienne. Ça, c'est évident. Mais c'est plutôt la tragédie à cause de ce que les peuples investissent de très profond dans la nature humaine sur les matchs, dont l'injustice et l'immoralité fait partie. Mais alors pour vous, le phénomène de la violence chez les supporters, ces fameux hooligans dont on évoquait le cas à l'instant, ça fait partie pour vous du sport? Il faut le tolérer, il faut l'accepter? Non, bien entendu. Ce sont des dérapages qu'il ne faut pas tolérer, mais qui, à la longue, sont sous diverses formes, qui sont en dehors. Mais qui peuvent être encouragés par ce que l'on voit parfois sur le terrain. Oui, parce qu'avec les choses dans leur contexte, le football, et c'est pour ça que je disais c'est les jeux du cirque d'autrefois, c'est aussi une façon de
de canaliser le besoin de défoulement des foules. Oui. Alors aujourd'hui, en Europe occidentale, on est arrivé dans un football consumériste où il faut faire venir au stade les familles pour qu'ils... donc on interdit les fumigènes, donc on interdit un certain nombre de pratiques. Mais quand vous allez dans d'autres pays du monde... À Ajaccio ou même à Lyon récemment... oui, on peut avoir encore des débordements, mais quand vous allez dans d'autres pays du monde, et j'ai eu l'occasion quand j'étais à France Football de voyager pas mal, notamment en Europe de l'Est, mais aussi en Amérique du Sud, en Turquie par exemple, eh bien, en fait, dans le stade, on envoie les gens pour qu'ils se défoulent. Alors, on contient tout ça comme on peut, mais c'est le rendez-vous pour cracher tout ce qu'on a envie de défouler. C'est pour ça que aujourd'hui, les règles qu'on a nous en Europe occidentale, dans d'autres parties du monde, c'est plus compliqué à mettre. Robert Edeka, qu'est-ce qui vous gêne? C'est le football aseptisé, celui du Paris Saint-Germain d'aujourd'hui, finalement? Je ne sais pas si le jeu du PSG est... Non, mais des stades, en tout cas, de ce qui se passe au Parc des Princes, où on file quand même... Ce qui me gêne plutôt, ou ce que nous avons à interroger, parce qu'il n'est pas question de mettre de l'opinion personnelle, ce qu'il y a de très critiquable dans le football actuel, c'est qu'il soit devenu une industrie. C'est la même mise de la finance, c'est ce côté-là qui est très critiquable, et c'est le lien idéologique profond avec une sorte d'hyper-libéralisme. C'est ça qui crée. Il y a une très forte concentration mondiale de football, mais en lumière la très forte concentration du football. C'est-à-dire que la moitié des joueurs qui vont concourir au premier tour jouent dans 5 clubs. 5 championnats, non? Dans 5 championnats, pardon. Oui. Pardon. Dans 5 championnats. Les championnats aujourd'hui. Qui sont 5 championnats européens. Alors justement, l'image... Il y a un effet de concentration. L'illustration du poids des championnats, je vous redonne la parole dans un instant, mais c'est celle du sélectionneur de l'équipe d'Espagne, Julen Lopetegui, qui, à 2 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde, est débarqué par son équipe, pourtant l'une des favorites, l'Espagne, pour cause de départ imminent vers le Real Madrid. Il vient de s'exprimer, écoutez-le. Et c'est, pardonnez-moi, puisqu'on a une réaction cette fois du président du Real Madrid et non pas de Julen Lopetegui, qui dénonce une réaction disproportionnée. Voilà, c'est la toute dernière réaction en date, donc c'est celle-là évidemment qui nous intéresse. Il dénonce une réaction disproportionnée. On imagine le scandale que ça peut créer dans un pays comme l'Espagne, mais ça montre que le club aujourd'hui est devenu plus attractif que les couleurs que le maillot national. En tout cas, c'est difficile de cohabiter quand on est entraîneur, être à la fois entraîneur d'un club et sélectionneur d'une nation. Et ce qui a posé problème dans le cas précis de Julen Lopetegui, c'est que les discussions avec le Real Madrid ont été tues et le président de la fédération espagnole n'a appris sa nomination à l'issue de la Coupe du Monde que 5 minutes avant le communiqué du Real Madrid. Et les Espagnols ont pris ça comme une offense et ont préféré changer de sélectionneur à quelques jours d'une compétition, ce qui est quelque chose de très rare. Ça vous semble incroyable? C'est un cas très spécifique à l'Espagne, parce qu'il y a cette rivalité permanente entre le Barça et le Real. Et le soir même de l'annonce de la signature de Lopetegui au Real Madrid, vous aviez les médias madrilènes, notamment Marca et AS, qui disaient grand bien de cette signature et que les joueurs étaient d'accord. Et vous aviez les médias barcelonais, Sport et Mundo Deportivo, qui disaient que dans le vestiaire, ils étaient scandalisés, etc. Donc il y a un contexte très spécifique. Ils ne pouvaient plus... Des entraîneurs, non, juste pour dire, des sélectionneurs qui sont également entraîneurs de club, il y en a plein. Mais lui... Ça arrive, par exemple, en Russie, Romantsev a été entraîneur du Spartak Moscou et sélectionneur de la Russie pendant... Mais lui ne pouvait plus. Il ne pouvait plus être sélectionneur après personnalité. Après que ça ait fuité. Le nouveau président de la fédération espagnole, M. Rubiales, en a fait un cas d'honneur particulier. Il s'était retrouvé doublé dans cette affaire par la négociation entre Lopetegui, le sélectionneur de l'Espagne, et Florentino Pérez, le président du Real Madrid. Il en a fait un cas personnel et donc il a débarqué Lopetegui, alors que les joueurs du vestiaire, dont beaucoup sont des joueurs du Real Madrid d'ailleurs, étaient tout à fait favorables à ce qu'ils continuent ensemble pendant cette Coupe du Monde. Ça dit quoi des chances maintenant de l'équipe d'Espagne? Pas grand-chose, je pense. Je pense que... c'est paradoxal. C'est-à-dire qu'effectivement, changer d'entraîneur 2 jours avant le début de cette compétition, ça peut paraître... fragiliser une équipe, et en même temps une équipe comme l'équipe d'Espagne, qui est quand même vraiment une équipe qui est au sommet du football mondial depuis 10 ans. Elle fait partie des 5 favoris, l'Espagne. Elle est tellement structurée, elle est tellement charpentée. C'est Sergio Ramos, le capitaine, qui est le réel sélectionneur, quoi qu'il arrive. La feuille de route, c'est lui qui l'a dit. On peut jamais dire ça. Ça fait un peu partie. D'abord. Un peu quand même. Hein. Oui, non, mais il joue un rôle très important. Mais c'est pas parce qu'il joue un rôle très important qu'il est le vrai sélectionneur. C'est toujours un équilibre. Fernando Hierro, il pourra faire quoi, lui, concrètement? Il va continuer.
Il était directeur sportif de la sélection. Il était associé au choix. Bien sûr, il était déjà... Si vous voulez, c'est un peu comme quand Roger Lemaire était l'adjoint de Aimé Jacquet. Et ben ensuite, ça s'est fait tout seul. Roger Lemaire a succédé à Aimé Jacquet. Il a continué le même système de jeu, le même type d'équipe, à s'appuyer sur le même type de cadre. Et ça a marché. Enfin, ça a marché pendant 2 ans. Tant que Deschamps et Blanc étaient là. À partir du moment où Deschamps et Blanc n'étaient plus là, ça a moins bien marché. Il faut que ça marche à partir d'aujourd'hui pour 5 semaines. C'est pour ça que je ne suis pas inquiet pour l'Espagne. Emmanuel Beaujean? Moi, je le suis davantage parce que là, vous parliez de Roger Lemaire, mais la différence, c'est que Aimé Jacquet était parti et Roger Lemaire avait eu le temps de faire des matchs amicaux, de mettre en place des systèmes tactiques et on avait eu une sorte de continuité. Alors que là, vous avez un sélectionneur qui est nommé à quelques jours de l'entame de la compétition. L'Espagne doit jouer son premier match, qui sera le premier gros choc de ce mondial face au Portugal. Et ça va être difficile pour Hierro d'imposer tout de suite une patte. Il va essayer peut-être d'apporter quelque chose dans la façon de parler aux joueurs, etc. Mais il ne pourra pas mettre en place un travail en profondeur. Donc je pense que l'Espagne, même si elle a un fond de jeu très intéressant, les joueurs se retrouvent forcément un peu démunis. Et je vous annonçais la réaction de Lopetegui, qui le dit à l'instant, son éviction de la Rora a été l'un des jours les plus tristes de sa vie. On n'a pas encore le sonore, mais en tout cas, voilà cette réaction. Vous venez d'évoquer le cas de la France, bien sûr. On voit en ce moment énormément de rétrospectives de 98, puisque c'est aussi le 20e anniversaire qui coïncide donc avec cette Coupe du Monde. Mais en France, on adore les anniversaires. On aime aussi beaucoup, surtout quand effectivement c'est notre seule victoire quand même en finale de Coupe du Monde de football. J'espère que ça ne va pas porter malchance à l'équipe de France d'aujourd'hui. Comment justement? Alors d'abord... Voilà, il se trouve qu'en 2002, il y avait une euphorie ambiante. Il y avait une euphorie ambiante. Sur les publicités qu'on voyait, il y avait déjà 2 étoiles et ça s'est très mal passé dès le premier tour. La seule différence, c'est que c'était une sélection vieillissante, puisque les cadres, on en parlait, Roger Lemaire avait gardé les mêmes, sauf Deschamps. C'est la 2e sélection la plus jeune de cette Coupe du Monde. Qu'est-ce que ça dit, ça aussi, des chances de cette équipe? Mbappé qui a même pas 20 ans. C'est pas le plus jeune, il y en a un qui est un tout petit peu plus jeune que lui. C'est le 2e plus jeune aussi, oui. Ça veut dire que Deschamps, en 6 ans à la tête de l'équipe, a pris beaucoup de temps pour en permanence essayer des nouveaux joueurs et renouveler son groupe. Justement, il n'est pas du tout sclérosé, il y a une concurrence qui s'installe en permanence. Là encore, il a lancé 2 latéraux ou relancé, dans le cas de Benjamin Mendy, des latéraux qu'on n'avait pas vus ces derniers mois. Donc il y a vraiment la recherche de cette performance en permanence. Mendy, c'est la surprise de cette sélection? Il avait joué 65 minutes cette saison avant d'être appelé, c'était un peu juste, mais c'est pas sûr d'ailleurs qu'il soit titulaire. Il n'y a que 9 joueurs qui sont allés en finale, qui étaient en finale de l'Euro en 2016. Moi, je trouve, c'est quand même un drôle de pari de s'appuyer aussi peu sur une ossature. Et aussi parfois la conséquence de certaines blessures, parce que dans le cas de Dimitri Payet ou Laurent Koscielny, ce sont les bobos musculaires qui ont empêché Didier Deschamps de les sélectionner. Est-ce que Deschamps d'ailleurs va modifier sa défense face à l'Australie? Djibril Sidibé, Samuel Umtiti, ils ont bien participé à l'entraînement collectif hier. On est rassuré pour eux. Dans quel état de forme se présente cet effectif? Pour Djibril Sidibé, c'est toujours délicat parce qu'il y a son genou qui a regonflé, puisqu'il avait souhaité, après sa blessure au Parc des Princes contre le PSG, ne pas se faire opérer. Il était revenu assez vite à la compétition et désormais son genou a tendance à gonfler à nouveau. Donc on devrait retrouver sur le côté droit Benjamin Pavard, qui est un des jeunes montants de cette équipe de France. Pour Umtiti, c'est un peu moins problématique. On devrait le retrouver titulaire en défense centrale aux côtés de Raphaël Varane, même s'il s'est beaucoup ménagé lors du dernier mois. C'est la star en tout cas médiatique, Kylian Mbappé. Tous les micros se tendent vers l'attaquant qui est revenu d'ailleurs sur sa blessure à l'entraînement, survenu lors d'un contact avec Adil Rami. Écoutez. Je suis habitué à tout ça, c'est mon quotidien. Aujourd'hui, quand vous êtes dans un club médiatisé comme le Paris Saint-Germain et vous êtes dans une grande nation comme la France, vous ne pouvez pas passer à côté de tout ça. Il faut le prendre comme ça vient, naturellement, et vous savez que ça fait partie du métier. Sinon, vous changez de sport. Voilà, c'est plus exactement la pression médiatique autour de cette blessure, puisque le moindre accro qui arrive à Kylian Mbappé aujourd'hui, la France entière est concernée. C'est l'image valorisante de l'équipe de France aujourd'hui, elle est là, derrière des gens comme Mbappé, comme Griezmann. Il est parfait, C'est les 2 genres idéaux, ces 2-là. C'est vrai. C'est même le genre de garçon qui est capable, parce qu'il a vraiment la tête sur les épaules et mûr malgré son jeune âge, qui est capable de réconcilier une partie des Français réticentes, après ce qui s'est passé du Sud. Voilà,
ou avec la génération Anelka, tout ça, avec des jeunes joueurs de football. Oui, c'est le genre idéal. On a deux genres idéaux, Griezmann, Mbappé. Voilà. Ça referme définitivement les polémiques autour de la participation ou non de Benzema qui revenait de manière récurrente. Non, l'équipe de France aujourd'hui. Parce que pour dire les choses telles qu'elles sont, en tout cas pour partie telles qu'elles sont, il y a quand même un enjeu, on va dire un peu communautaire. C'est-à-dire que si on fait référence à la grande équipe dite Black Blamber de 98, l'équipe de France de 2018 est moins Black Blamber. Et c'est un élément, c'est pas du tout le seul, mais c'est un des éléments, disons, qui est perçu par l'ensemble de la population française dans sa manière d'apprécier l'équipe. Donc déjà, rien que pour cette raison-là, ça ne va pas refermer cet épisode. L'autre, c'est que comme Benzema est un buteur formidable, et même si sa saison 2018 ne plaide pas forcément pour une sélection. Non, certes, mais du coup, sur le plan sportif, le débat évidemment n'est pas tranché, puis il pourra jamais l'être, puisque comme il joue pas, on saura jamais. Et enfin, sur le plan judiciaire, pour l'instant, les choses sont toujours ouvertes. Sur cette fameuse sextape. Voilà. Donc c'est vrai que sur ces trois terrains-là, il y a beaucoup de gens qui peuvent considérer que moi, je ne me prononce pas. Je dis simplement que beaucoup de gens peuvent considérer, à tort ou à raison, que la décision de Deschamps est, en tous les cas, à mettre en débat. Il y a un autre joueur, bien sûr, très scruté, c'est Paul Pogba, l'autre star aussi de l'équipe de France. À quoi ressemblera sa Coupe du Monde? Parce que lui, c'est vrai que les matchs de préparation n'ont pas forcément conduit à beaucoup d'éloges sur ses prestations. Ça dépend. Le dernier contre les États-Unis était plutôt bon. Il a été plutôt bon. Malheureusement, le reste de l'équipe était un peu moins bien et ça s'est terminé par un résultat nul. Mais Pogba, il faut rappeler une chose, c'est qu'il y a 4 ans, il avait été élu meilleur jeune de la Coupe du Monde. Donc on l'attend forcément. Il sort d'une saison à Manchester United qui n'était pas évidente parce que il y avait José Mourinho n'a pas toujours mis dans les bonnes conditions. Pogba c'est un joueur qui a un talent fou, mais il faut le canaliser en permanence. Et ça va être le principal rôle de Deschamps, je pense, c'est d'arriver à le mettre dans les conditions où il peut servir Griezmann et Mbappé pour que l'équipe de France soit la plus efficace. Voilà, là, il y a eu des dérapages entre ne pas convaincre les spectateurs et sortir sous les sifflets. Cela, c'était odieux. C'était à Nice. Hein, voilà, à Nice. Bon. Vous pensez qu'on a trop attendu de lui ou qu'on a été trop sévère? On a raison d'attendre beaucoup de lui, même si dans les matchs de l'équipe de France, il n'a que rarement trouvé sa place dans le jeu et donné sa véritable... C'est un problème de dispositif du sélectionneur? Je pense que c'est plus un problème de continuité dans les performances de Paul Pogba. C'est-à-dire qu'on attend autant de Pogba ce que lui-même attend de Paul Pogba. C'est quelqu'un qui aspire au Ballon d'Or. C'est quelqu'un qui aime beaucoup être dans la démonstration, qui a fait un documentaire avec Canal+ pour montrer comment il vivait à Manchester. Donc c'est vrai que parfois il nous enchante avec des gestes. Il y a une part d'esbrouf, c'est ce que vous dites? Non, il est différent des autres joueurs, c'est-à-dire qu'il a une facilité naturelle, technique, il est un peu foufou, comme il aime à dire, dans sa tête, mais l'adéquation... Ça crée une exigence. Il faut trouver une équation pour Didier Deschamps, en tout cas, c'est d'arriver à épurer le jeu de Pogba sans gommer ce qui fait de lui qu'il est Pogba. Le concentrer sur son talent. On va dire un mot peut-être d'une des nouveautés de cette Coupe du Monde, Xavier Barret, et ça vous intéresse directement, c'est l'utilisation pour la première fois, en tout cas dans le cadre d'une Coupe du Monde, de l'assistance vidéo à l'arbitrage. Alors est-ce que ça va régler une fois pour toutes ces débats interminables à l'issue des matchs parfois entre supporters? Ça ne réglera pas tout, mais ça va empêcher de grandes injustices. Alors il faut rappeler quand même que la vidéo on peut recourir à l'assistance vidéo que dans 4 cas, pour valider un but, pour valider un penalty, un carton rouge et vérifier l'identité d'un joueur sanctionné. Donc pour est-ce qu'il y a corner ou pas, l'arbitre n'intervient pas. Maintenant, ça évite effectivement les grandes injustices qui ont marqué l'histoire et auxquelles on faisait allusion tout à l'heure. Schumacher-Battiston, l'arbitre néerlandais, M. Corver, a dit « j'avais pas vu ». Si j'avais eu la vidéo, il a avoué dans une interview plus tard, si j'avais eu la vidéo, j'aurais pu prendre la bonne décision. Donc aujourd'hui, un arbitre ne peut plus dire « je n'ai pas vu ». Il y a d'autres yeux derrière lui qui sont là pour l'aider. Après, il prend la décision. On peut être d'accord avec sa décision ou pas, parce que parfois, effectivement, c'est des questions d'interprétation. Mais au moins, il ne peut plus dire « je n'ai pas vu ». Et puis, je crois qu'il y a un deuxième élément important, c'est que souvent, les arbitres hésitent à siffler, notamment les pénaltys. Parce qu'ils sifflent et pour une question d'autorité, il ne revient pas sur sa décision. Donc, même si, après coup, il se dit « il n'y avait peut-être pas pénalty »,
il va quand même le faire tirer parce qu'il faut qu'il maintienne son autorité. Là, il a la possibilité de recourir à l'assistance vidéo et finalement de revenir sur sa décision. C'est quand même un grand progrès. Oui, mais il y a certaines injustices que ça ne peut pas effacer, comme un Allemagne-Autriche qui élimine la Tunisie. Oui, mais ça, la vidéo ne peut rien faire. Ne peut rien contre ça. Rien contre ça. Hein. S'il y a deux équipes qui s'entendent pour faire 0-0, la vidéo, elle servira à rien. Merci beaucoup, messieurs. Merci à Xavier Barret, merci à Robert Edeker, à Sylvain Kahn et à Emmanuel Beaujean. C'est la fin de ce débat. Les nouveautés, et pendant toute la durée de la Coupe du Monde, à partir de maintenant, et donc chaque jour, 19h45, heure de Paris, c'est l'heure du journal de la Coupe du Monde. C'est tout de suite. Restez avec nous.